18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Il y a 48 ans, la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique, une proclamation riche en symboles, alors que le peuple sahraoui, pas encore remis de la domination espagnole, fait face à une nouvelle occupation, celle d'un pays africain, le Maroc. Dernière ligne droite avant le GECF, un forum qui réunit 17 pays autour de l'énergie gazière. Zoom sur ces mastodontes et outsiders avant le sommet d'Alger. Et au Sénégal, le président sortant Macky Sall joue la carte de l'apaisement. Il promet une amnistie et des élections avant juillet prochain. La République arabe sahraoui démocratique, dernière colonie d'Afrique, célèbre cette année le 48e anniversaire de sa proclamation. Une année marquée par d'importantes percées diplomatiques, mais aussi des victoires juridiques. Mais elle est aussi marquée par la résilience et la résistance du peuple sahraoui qui est déterminé à parachever le processus de décolonisation de son territoire national. Leila Guertal. C'est une longue marche que le peuple sahraoui a entrepris pour son indépendance, dont une des étapes les plus importantes est sans doute la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Un certain 27 février 1976 à Ben Lahlou, dans les territoires libérés, et ce au lendemain du départ du dernier soldat espagnol du Sahara occidental. Et depuis, la race de son peuple et son représentant légitime, le Front Polisario, ont montré leur détermination à parachever le processus de décolonisation de la dernière colonie d'Afrique. En effet, le peuple sahraoui se rappelle chaque année cette date commémorative forte en symbole qui constitue la pierre angulaire de sa lutte, les grands défis auxquels il doit encore faire face. Après le retrait de l'occupant espagnol suite à la signature de l'accord de Madrid le 14 novembre 1975 et l'invasion par le Maroc des territoires sahraouis en octobre de la même année, alors que le peuple sahraoui n'avait pas encore pansé ses blessures, qu'il entama une nouvelle bataille contre l'occupant marocain qui se poursuit à ce jour et ne cessant de montrer son attachement à sa terre et sa résilience face aux politiques expansionnistes du royaume marocain qui persiste dans sa politique d'épuration ethnique, en octroyant des terres et des colonies aux étrangers et au peuplement forcé des villes et des villages sahraouis, sans oublier bien sûr le pillage de ses richesses. Des pratiques pourtant en totale contradiction avec le droit international. Et ce 48e anniversaire de la race intervient dans un contexte particulier, entre percées diplomatiques et victoires juridiques, mais aussi une lutte armée, bien qu'elle soit asymétrique et inégale, comme rappelé par le président sahraoui Brahim Ghali. Mais c'est une guerre d'usure qui met à mal l'occupant et impacte de façon directe sa situation socio-économique. S'agissant de la bataille juridique, la victoire du Front Polisario, qui a réussi à mettre un terme au pillage des ressources naturelles du Sahara occidental par le Maroc, en particulier les accords de pêche Union européenne-Maroc, constitue un précédent mettant non seulement l'occupant, mais aussi la complicité des grandes puissances devant le fait accompli. Et toujours dans le cadre de la commémoration de cet anniversaire et en marge de la 55e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, le groupe de soutien de Genève au Sahara occidental organise une rencontre ce mardi en signe de solidarité donc avec le peuple sahraoui. La rencontre est placée sous le thème « La souveraineté permanente des peuples sur leurs ressources, conditions naturelles dans le contexte de la fin de l'occupation ». Le cas du Sahara occidental, avec la participation de diplomates et des militants des droits humains venus à cette occasion des 4 coins du monde. Était également présent l'avocat du Front Polisario, Maître Gilles Devers, qui est revenu lors de son allocution sur les acquis juridiques du peuple sahraoui, notamment l'arrêt de l'accord pêche Union européenne-Maroc.
À 2 jours du coup d'envoi du sommet des pays exportateurs de gaz à Alger, zoom sur le profil des nations qui composent le GECF. Entre leaders du secteur mais aussi outsiders, le forum fait office de boîte à idées pour l'avenir du gaz. Kherdin Batache. Ressource naturelle devenue l'une des armes géopolitiques les plus puissantes, le gaz naturel a su s'imposer comme un des leviers les plus importants du secteur de l'énergie pour le Forum des pays exportateurs de gaz, à 2 jours d'un sommet que les experts qualifient de décisif, où ils se rendent en conclave à Alger pour se concerter sur une feuille de route commune en matière de gestion de l'énergie bleue en amont et en aval de sa production. 17 membres réunis autour d'une même table. Le profil des pays du GECF reste néanmoins très hétéroclite de par les caractéristiques des nations qui le composent. Si l'on retrouve au sein de ce conglomérat des pays faisant partie du quota mondial du gaz naturel en termes de volume, comme l'Algérie, le Nigeria, le Qatar ou encore la Russie, première réserve mondiale de gaz, des pays comme l'Iran et le Venezuela qui sont sous embargo pourraient aussi émerger comme 2 futurs gros fournisseurs de l'énergie bleue. Aux côtés de pays observateurs comme l'Irak, la Malaisie, l'Azerbaïdjan. Des nations membres à part entière comme l'Égypte, Trinité, Tobago et la Guinée équatoriale tentent à travers leur appartenance à ce forum de se faire une place de choix sur l'échiquier international du gaz. Le GECF peut se targuer aujourd'hui de compter parmi ses membres les 3 premières réserves mondiales prouvées de gaz, à savoir la Russie avec 24% du total, l'Iran avec près de 17% et le Qatar avec plus de 12%. En 2022, 5 pays du GECF figuraient au classement des 12 plus gros producteurs mondiaux de gaz, dominés par les États-Unis, principal concurrent et premier producteur mondial depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. La Russie avec 699 milliards de mètres cubes, l'Iran avec 244 milliards de mètres cubes, le Qatar avec 170 milliards de mètres cubes, l'Algérie avec 102 milliards de mètres cubes et enfin l'Égypte avec 68 milliards de mètres cubes. Dans un marché de l'énergie de plus en plus complexe et volatile, l'Algérie joue très habilement ses cartes. Le pays hôte du 7e sommet du GECF détient aujourd'hui une particularité plutôt singulière, celle d'avoir pu s'imposer en 2023 comme l'un des 4 principaux fournisseurs de l'Europe, à la fois par gazoduc et en GNL. Et de son côté, le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, a qualifié le 7e sommet du GECF de sommet des défis majeurs compte tenu des circonstances et des changements importants au niveau régional et international. Lors d'une interview qu'il a accordée à l'agence de presse qatari, Arqab souligne le rôle croissant du gaz naturel dans le mix énergétique mondial. Au niveau international, le prochain sommet sera confronté à des défis tels que les répercussions de la crise du Covid-19 et l'adaptation aux objectifs de l'accord de Paris sur le climat à la lumière de la pression croissante pour accélérer le dialogue sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et réduire l'utilisation des énergies fossiles. Le ministre algérien de l'Intérieur, Brahim Merad, a été reçu lundi par le président tunisien Kais Saïed au palais de Carthage à Tunis. L'audience s'est déroulée en marge des travaux de la 41e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Pour rappel, Brahim Merad est arrivé dimanche à Tunis pour prendre part aux travaux de cette session dont l'ordre du jour comporte notamment l'examen des voies et moyens de renforcer la coopération arabe commune dans les domaines sécuritaires. Et la Libye avait rendez-vous hier avec une conférence pour la promotion d'une réconciliation nationale inclusive à Tripoli sous la direction du vice-président du Conseil présidentiel libyen chargé du dossier de la réconciliation. Les travaux de cette conférence se sont déroulés en présence de la représentante secrétaire générale adjointe et coordinatrice des affaires humanitaires de l'ONU en Libye, Georgette Gagnon.
iranienne, ainsi que plusieurs experts et juristes internationaux. Les participants se sont penchés sur le projet de loi relatif à la réconciliation. La conférence qui se clôture aujourd'hui devrait accoucher d'une série de recommandations en vue de soutenir l'opération de réconciliation nationale en Libye. Au Sénégal, les élections auront lieu avant le début de la saison des pluies, soit avant juillet prochain, a déclaré le président sortant Macky Sall, qui promet également une amnistie tout en réitérant son engagement à quitter ses fonctions dès la fin de son mandat, à savoir le 2 avril de l'année en cours. Une annonce qui intervient dans la foulée du lancement du dialogue national inclusif lancé hier lundi. Pour rappel, samedi 3 février, Macky Sall a acté le report du scrutin présidentiel prévu initialement le 25 février, plongeant le pays dans des pires crises politiques majeures. Un report annulé depuis par le Conseil constitutionnel. Les États-Unis ont nommé un nouvel émissaire pour le Soudan. L'annonce a été faite par le département d'État américain, indiquant par ailleurs que l'envoyé spécial coordonnera la politique des États-Unis à l'égard du Soudan et fera progresser les efforts de Washington pour mettre fin aux hostilités dans le pays, garantir un accès humanitaire sans entrave et soutenir le peuple soudanais dans ses efforts pour réaliser ses aspirations à la liberté, à la paix et à la justice, a fait savoir donc le département d'Anthony Blinken. Les attaques terroristes enregistrées entre vendredi et dimanche dans plusieurs régions du Burkina Faso, qui ont fait de nombreux morts, sont le signe de l'affaiblissement des groupes terroristes qui tentent de changer de stratégie, a assuré le ministre délégué en charge de la sécurité, Mahamadou Sana. Pour rappel, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées entre vendredi et dimanche lors d'attaques distinctes, l'une dans une mosquée et l'autre à l'encontre d'une église dans le nord du pays. Et la première, c'était donc dans l'est du pays. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est le journal de la rédaction, le 19 Info, présenté par Kherdine Batache. Évidemment, l'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales qui s'annoncent sur le bas de votre écran. Excellente suite des programmes.